Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Frédérique Gesque. Elle a été consultante en communication d'influence et dirigeante de plusieurs grandes organisations pendant 25 ans. Elle est entrepreneure et également auteure de plusieurs ouvrages. Elle vient de lancer un mouvement citoyen appelé Senior for Good, qui est une association dédiée à la valorisation des 50 ans et plus dans le monde de l'entreprise. Frédérique Gesque, bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir. Bonjour Carole, merci de ton accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Que signifie pour vous le mot pouvoir, Frédérique ? Alors c'est vrai qu'à première lecture, j'ai plutôt un a priori assez négatif sur ce mot. J'aime pas beaucoup ce mot pouvoir parce que ça m'évoque quelque chose d'un peu brutal, d'un peu violent. Tu vois, la dictature, prendre le pouvoir sur autrui, quelque chose d'un peu guerrier. Et c'est vrai que d'ailleurs que ça fait des années quand on me demande de me présenter, en général je dis toujours je ne suis pas une femme de pouvoir, je suis une femme de lien. Même quand j'étais dirigeante dans des organisations comme le MEDEF par exemple, où le pouvoir était très présent. Et dans l'entreprise aussi, pendant très longtemps, finalement, le dirigeant a pratiqué ce que j'appelle l'ego management. Le dirigeant, il était au sommet de la hiérarchie et on peut dire il avait le pouvoir, il donnait les ordres en fait aux collaborateurs. Et aujourd'hui, ce pouvoir, finalement, cette dictature de l'ego, c'est devenu quelque chose qui est un frein à la transformation des entreprises et à la mise en place de cette culture de la coopération qui est devenue vraiment nécessaire. Voilà. Alors après, le pouvoir, il y a quand même des points positifs. Quand même. Voilà, dans ma manière, en tout cas, de décrire le pouvoir, pour moi, le pouvoir, c'est déjà ce qu'on a en soi et pour soi. C'est finalement ce pouvoir qu'on a sur soi-même, cette capacité à être soi, à écouter, à exprimer, à mettre en action son ambition, ses rêves. Et puis, c'est aussi le pouvoir pour les autres. Comment en fait partager, transmettre, se mettre en mouvement pour porter des causes plus grandes que soi. Et là, le pouvoir, ça devient une relation. Donc pour moi, le pouvoir, là, ça devient positif et là, ça me plaît. Et tu vois, je pense que le pouvoir, il est quand même d'abord dans l'authenticité, dans le fait effectivement d'être à l'écoute de soi et de pouvoir se mettre en capacité de partager et de grandir avec les autres. Toi qui as été à la tête de plusieurs organisations de médias, dans l'influence, et donc qui a beaucoup voyagé, est-ce que tu dirais, pour faire écho à ce que tu disais de l'ego management, est-ce que tu dirais qu'il y a une dimension culturelle de l'exercice du pouvoir ? Alors culturel, je ne sais pas. Peut-être entre les hommes et les femmes, peut-être une acception du pouvoir qui est peut-être différente. Enfin, même si c'est compliqué, parce que on a, je pense, une part masculine et féminine chacun en soi. Et donc finalement, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je peux faire de ce pouvoir ? Est-ce que je vais en faire quelque chose de positif ? Est-ce que je vais pouvoir le mettre au service des autres ? J'ai l'impression en fait que culturellement, l'exercice du pouvoir est peut-être plus facile pour l'homme que pour la femme, qu'il a peut-être pas tout à fait la même signification. Peut-être que pour l'homme, ça va être plus exercer une autorité, asseoir un pouvoir sur quelqu'un ou quelque chose, alors que pour la femme, on va peut-être être davantage dans cette liberté de partager et de transmettre. Culturellement, à l'international, des expériences que j'ai pu avoir, en tout cas dans les premières années professionnelles, j'ai croisé en fait des modes d'exercice du pouvoir très différents, et en même temps, finalement, toujours un petit peu sur ces deux pôles, ces deux polarités finalement, le pouvoir pour le pouvoir. Si je puis dire, le pouvoir qui va imposer aux autres, et le pouvoir d'agir. Qui est évidemment celui qui me porte, et d'agir si possible, de s'engager pour des causes plus grandes que soi et pour lesquelles on va pouvoir contribuer, être utile. Très bien. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu dirais que oui ? Et si c'est le cas, est-ce que toi, tu as eu à sacrifier quelque chose ?
Alors je pense que c'est assez normal finalement de se poser cette question parce que c'est vrai que on peut s'imaginer en tout cas que pour une femme exercer un pouvoir, avoir du pouvoir professionnellement par exemple, c'est plus difficile parce qu'il faut évidemment réussir à mixer cette vie professionnelle, personnelle, familiale, personnelle et cette vie de femme. C'est pas forcément facile. Euh, Et c'est vrai que nous, les femmes, on a quand même plus facilement, malheureusement, ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome aussi de la bonne élève, hein, qui nous rend si exigeantes, si perfectionnistes, et qui, c'est vrai, peut porter au sacrifice. Hein, moi, je vois bien, je l'ai vécu moi-même, je le vois chez certaines dirigeantes que j'accompagne. C'est un vrai sujet pour les femmes dirigeantes, une vraie mise en risque, hein, de s'oublier, et de perdre, de sacrifier du coup finalement une partie de sa vie, voire sa santé mentale, Oui. voire physique, parce qu'on s'oublie dans son engagement, on s'oublie dans son travail, on s'oublie finalement dans cette vie professionnelle d'influence, de pouvoir. Alors moi, en ce qui me concerne, quand je me retourne un peu, parce que ça fait Oui. 32 ans que je travaille maintenant, que j'ai cette chance d'avoir un parcours varié, finalement je me dis que j'ai assez peu sacrifié de choses. En tout cas, j'ai été très chanceuse parce que j'ai pas sacrifié ma vie familiale, personnelle, Personnel. à la vie professionnelle. Et ça, c'est un vrai, voilà, C'est un luxe. c'est un luxe, un super pouvoir, puisqu'on parle de pouvoir aujourd'hui. Ce que j'ai sacrifié par contre, et ça c'est certain, c'est du temps pour moi, du temps du soin de soi, ça c'est sûr. On est forcément beaucoup orienté vers les autres et donc on prend moins le temps de prendre soin de soi. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, j'apprends à prendre mieux soin de moi. Et puis, je me dis que peut-être ce que j'ai sacrifié à titre personnel aussi, c'est d'accepter en fait parfois de vivre des choses très brutales, très violentes. Parce que le monde du travail est brutal et violent, le monde professionnel, et justement quand on est dans des sphères de direction, etc., il est parfois difficile. Et j'ai accepté parfois finalement une certaine maltraitance. Voilà, je ne vais pas dire que je la regrette parce qu'elle m'a fait grandir, j'ai appris et puis j'ai aussi récupéré un super pouvoir grâce à ça, qui est aussi le pouvoir de dire non et de quitter, voilà, ou de prendre mes propres décisions. Mais en tout cas, c'est peut-être un petit sacrifice quand même dans la vie, hein, Tout à voilà, fait. d'avoir accepté des situations, des contextes voilà, plus brutaux, plus difficiles, qui finalement ne répondaient pas à ce que j'avais envie de vivre. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, la phrase qui dit qu'on ne naît pas puissante, on le devient? Oui, alors moi j'adhère à 300%. Et c'est valable pour les hommes aussi, hein, c'est pas que pour les femmes. Hein. Je pense qu'effectivement, pour Ils n'ont pas devenir. plus cet ADN de puissance depuis le lait maternel? Bah, alors oui, on pourrait parler aussi effectivement, même des cours de récréation avec les Oui, garçons qui jouent au foot au milieu et les filles qui sont dans les coins de la cour. Donc c'est vrai qu'ils ont en tout cas eu certainement. Ils ont certainement été plus préparés à porter leur ambition, à porter leurs envies en prenant plus d'espace, c'est certain. Après, je pense que ça les concerne aussi dans la mesure où, en fait, il me semble que pour être puissant, il faut travailler sur soi, il faut bien se connaître. C'est dans le développement personnel, finalement, qu'on va aller chercher sa puissance. C'est dans la capacité à être dans l'authenticité, à développer son leadership, à développer, en fait, cette sincérité, hein, simplement mhm, aussi d'être soi. Et ça, il faut y travailler parce que il faut quand même un petit peu poser ses croyances limitantes, ses biais cognitifs, tout ce qu'on a effectivement, tout ce qu'on nous a inculqué depuis le le sein jeune âge. maternel et le jeune âge. Et ça, effectivement, moi, oui, je trouve ça assez sympa de se dire, je vais devenir une femme inspirante et donc puissante parce que je sais qui je suis. Voilà, et je sais où j'ai envie d'aller, je n'ai pas peur et j'ose en fait et je suis mes rêves. Absolument. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ces échanges, ces discussions avec d'autres femmes qui ont des parcours similaires ou dans d'autres organisations pour les inciter justement, parce que votre engagement aujourd'hui, c'est vraiment de valoriser la plus-value
des collaborateurs de plus de 50 ans, donc bien évidemment, ça fait partie de l'expérience. Est-ce que vous avez cette occasion-là? Alors oui, bien sûr, et puis j'en suis très heureuse quand j'ai l'occasion, comme aujourd'hui d'ailleurs, d'en parler. J'ai la chance depuis plusieurs années de faire du mentorat, de coacher des femmes dirigeantes, managers. C'est vrai que quand j'ai cette chance-là, je me sens vraiment, vraiment à ma place, par le biais d'ateliers aussi, et j'ai même envie d'aller plus loin. Vous voyez, cette année, je me suis dit que cet engagement aussi social que j'ai depuis plusieurs années, puisque ça fait une dizaine d'années que je travaille vraiment pour l'intérêt général, sur des causes plutôt, voilà, des causes de progrès social et sociétal, je vais proposer aux femmes en fait des parcours d'accompagnement pour développer justement ce leadership engagé. C'est ce leadership responsable qui seront vraiment des parcours à la fois de formation, d'accompagnement au leadership, mais aussi de développement personnel et de co-développement entre pairs, parce que je crois beaucoup à la sororité. Je crois beaucoup au réseau. Nous, les femmes, on n'a pas été habituées à travailler en réseau de façon naturelle et spontanée comme le font des hommes depuis des générations. Et on a vraiment ce besoin, effectivement, de se poser aussi ensemble et de pouvoir exprimer, vraiment cette ambition d'engagement personnel et collectif. Cela pourrait être une stratégie, en fait, que les femmes pourraient mettre en place pour accéder aux espaces de pouvoir. Oui, alors une stratégie. Alors, je ne suis pas sûre que pour accéder aux espaces de pouvoir, à des instances de décision, il faille vraiment avoir une stratégie. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'abord d'en avoir envie et d'aller chercher vraiment, de savoir quelle est sa vocation personnelle profonde, en fait. Ce pourquoi on est fait, là où on va se sentir à sa juste place. Je parle souvent de la juste place, je pense que c'est vraiment ça. Si on sent que sa juste place, elle est dans une position de leader, de meneur, de pilote, et qu'on se donne les moyens d'y aller, je pense qu'on aura des opportunités, en réalité. Mais il faut vraiment, en fait, voilà, se trouver soi avant ça. Et puis aller vers les instances de pouvoir, c'est pas une fin en soi. En tout cas, et c'est bien ça d'ailleurs la différence dans cette définition du pouvoir. C'est pas vouloir monter dans la hiérarchie. Ce qui me semble vraiment intéressant, c'est de se dire à quelle place je vais être à ma juste place pour avoir la contribution dans ce monde que j'ai envie d'avoir finalement, pour que ça ait du sens pour moi et pour les autres, pour que je puisse me sentir utile, contribuer à quelque chose qui fasse sens. Et cette place, peut-être qu'elle est au sein d'instances de décision, parce que justement, quand on est effectivement en situation de décision, on peut peut-être un petit peu plus facilement essayer de changer le monde, faire bouger les choses, en tout cas de mettre en mouvement. Très bien. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? Alors évidemment, je préférerais qu'il n'y en ait pas. Mais finalement, je me dis que malheureusement, pour l'instant, il n'y a que ça qui a marché. On voit dans les conseils d'administration, ça a quand même, ça fonctionne. Tout à fait. Donc, s'il faut en passer par là, j'ai envie de dire, il vaut mieux en passer par là. Donc, oui, les quotas, ça peut être une étape, mais il faudrait que ça ne soit qu'une étape. Tout à fait. C'est ça. Alors, notre société doit réinventer de nouveaux défis. On est déjà confronté à pas mal de défis. On doit réinventer de nouveaux modèles pour s'en sortir. Est-ce que vous, dans toute votre carrière, est-ce que vous avez identifié, là on vient de parler des quotas, mais est-ce que vous avez identifié une pratique, une façon de travailler que vous estimez intéressante, que vous pourriez partager avec nous pour favoriser l'égalité femmes-hommes, l'inclusion ou la diversité en entreprise? Alors c'est vrai qu'il y a tant de défis à relever aujourd'hui, à la fois pour notre avenir, pour notre planète, pour nos enfants. Moi, alors assez naturellement, j'ai envie d'évoquer ceux pour lesquels je m'engage aujourd'hui avec mes clients dans mon entreprise USCOA. Il y a d'abord ce volet de la transformation du monde du travail. Ce monde du travail qui est quand même exsangue aujourd'hui, qui a quand même perdu tellement de sens, à tel point, moi j'étais très choquée ces derniers jours dans les manifestations, on a entendu des jeunes étudiants à l'aube de leur vie professionnelle qui vous expliquent qu'ils n'ont absolument aucune envie de travailler, et que pour eux le travail, ce n'est pas la vie. Et je me dis, le défi, il est vraiment de recréer de l'engagement et de recréer de la joie, du plaisir en fait à travailler, du plaisir à faire ensemble, donc de l'épanouissement personnel, collectif. Et pour ça, il faut vraiment
inverser complètement la culture managériale, organisationnelle dans les entreprises. Et ça, je m'emploie beaucoup à ça aujourd'hui. J'accompagne des dirigeants, des managers vers la subsidiarité, vers l'empowerment des collaborateurs, de chacun au service du collectif. Et puis après, évidemment, il y a tous ces sujets de RSE dont on parle beaucoup aujourd'hui, d'impact positif. Moi, je travaille beaucoup sur les sujets du S, en fait, de RSE ou de SG, évidemment, du social. Et on a surtout, finalement, cette problématique, cet enjeu qui est de se dire comment on va co-construire une entreprise, une organisation, parce que je travaille beaucoup aussi avec les associations, mais comment on va co-construire une organisation et donc une société qui soit vraiment intrinsèquement inclusive et intergénérationnelle. Et si on n'est pas capable Est-ce que les entreprises sont prêtes à entendre ça? Ben voilà, la difficulté, c'est que si on n'est pas capable de faire ça dans l'entreprise, quelle société on construit? On sait que c'est quand même dans l'entreprise où on vit le lien social pendant une grande période de notre vie. Donc qu'est-ce qu'on prépare pour l'avenir, pour nos anciens, pour les seniors, etc. Si déjà dans l'entreprise, on n'est pas capable de faire travailler ensemble les générations et d'être dans une vraie inclusion, qui soit pas juste on met une petite couche pour faire joli. C'est vrai que parfois on entend des responsables inclusion, diversité dans les grandes entreprises qui sont contents parce qu'ils ont mis en place telle action et que c'est formidable. La vraie réalité, elle est quand même pas là. Je sais pas si vous avez entendu le dernier rapport du haut-commissaire à l'égalité femmes-hommes, c'est quand même assez terrible. Et on voit bien, je crois qu'il y a 20% seulement des participants à la dernière enquête qui estiment que les femmes et les hommes sont traités de la même manière dans le monde du travail. Ouais. C'est quand même assez édifiant. On a ce vrai sujet qui dépasse l'entreprise, qui est un vrai sujet sociétal. Alors j'avais sorti des chiffres, je voulais quand même vous les partager si on a quelques minutes pour le faire. Il faut juste que je vous les retrouve. Voilà. Parce qu'il y a pire encore, il y a le 5e rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme qui vient de sortir aussi. Et alors moi j'étais très choquée. Il parle d'un ancrage des clichés masculinistes chez les jeunes hommes. Donc on parle vraiment des nouvelles générations qui arrivent. 23% des hommes entre 25 et 34 ans pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter. 16% des hommes pensent qu'une femme agressée sexuellement peut en partie être responsable de sa situation. Et on monte à 20% pour les 25-34 ans. Et on n'a que 78% des 15-34 ans qui perçoivent un problème lorsqu'un homme gifle sa conjointe. C'est-à-dire qu'on a un quart des jeunes hommes qui trouvent que c'est normal de gifler sa femme. Voilà, je pense que tout est dit. Tout reste à faire. Absolument. Tout reste à faire. Mais ça, au regard de ces chiffres-là, j'ai presque envie de me dire, mais on a régressé. C'est possible, oui. Après, je ne suis pas experte, donc je ne voudrais pas avancer, mais c'est vrai que quand je vois ces chiffres, je me dis qu'effectivement, il y a un vrai travail à faire aussi envers nos jeunes. Tout à fait. Sur ces sujets, notamment d'égalité homme-femme. Est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur? Alors, moi, j'en ai eu un coup de gueule il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Vous savez, la première ministre néo-zélandaise qui a démissionné. La BBC avait titré « Les femmes peuvent-elles vraiment tout avoir ?» Alors ça a été vraiment... alors, il n'y a pas que moi qui ai eu le coup de gueule. Sur LinkedIn, beaucoup ont réagi. J'ai trouvé ça incroyable parce que finalement, c'était déjà c'est un échec de ne pas vouloir rester au pouvoir, absolument, à n'importe quel prix. Et en plus, finalement, c'était lié au fait que ce soit une femme, cet échec. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Ça aussi, tout est dit. C'est encore du travail à faire sur le poids des représentations. Oui, complètement. Et le fait qu'une femme n'a pas le droit de faire ses choix, parce que dès qu'elle fait un choix, soit c'est assimilé comme un échec, ou soit c'est assimilé comme une incapacité de sa part à pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est vrai que ça, vous voyez, pour moi, je me suis toujours dit que c'était... Pour le coup, un de mes pouvoirs majeurs, c'était aussi celui d'être capable de partir quand je me sentais plus à ma place. Et c'est vrai que parfois on m'a dit, oh là là, t'as quand même fait beaucoup d'entreprises, t'es allé dans plein d'endroits différents. Et c'est vrai que j'ai jamais hésité à quitter une organisation, une entreprise, quand je ne m'y retrouvais plus. En termes de valeurs, de culture managériale, de relations, parfois de mon fait, certainement d'ailleurs. Mais finalement, et je pense que c'est un vrai super pouvoir parce qu'il y a tellement de gens qui sont malheureux dans ce qu'ils font, qui sont en souffrance dans leur travail, mais qui ne bougent pas, parce qu'ils n'osent pas. Et peut-être parce que ça fait écho aussi à l'importance de se connaître soi. Exactement. Parce qu'évidemment, quand vous connaissez vous-même,
vous avez la possibilité de voir quelles sont vos limites Oui, et bien évidemment de faire des choix qui oui, sont des choix éclairés. exactement, Et exactement. peut-être que le Et, travail il doit venir aussi de là, oui, accompagner les femmes à se connaître elles-mêmes, oui, parce que je pense que exactement. beaucoup de femmes qui sont dans les lieux de pouvoir, dans les espaces de décision, ne se connaissent pas suffisamment. Et en se connaissant, comme on le disait tout à l'heure, on va dégager plus de puissance, C'est ça, plus d'authenticité, et donc on va aussi mieux fédérer, mieux emmener avec soi, et donc s'engager et faire s'engager les autres pour la cause qu'on a envie de servir. tout à fait. Bon, maintenant, on va passer à une deuxième partie de notre interview qui est beaucoup plus, on va dire, plus D'accord. légère. Et donc, du coup, je vais vous demander, cher Frédéric, quelle est la phrase, la devise ou le proverbe qui vous inspire le plus? Alors, j'ai lu, en préparant cette rencontre, que vous aimez bien une maxime de Sénèque qui dit «Vivre, c'est être utile aux autres». Est-ce que c'est ça qui fait un peu Alors oui, le fil conducteur de, oui, de vos engagements? cette phrase, elle me porte depuis longtemps, parce que comme je le disais, bon, j'ai travaillé 20 ans dans les médias, et puis depuis 10 ans, j'étais passée côté intérêt général, hein, le MEDEF, Réseau Entreprendre, la Ligue contre le cancer, et aujourd'hui, avec ma société, j'accompagne maintenant aussi sur ces sujets d'engagement social et sociétal. Moi, j'avais deux autres citations à vous proposer, Très bien. plutôt autour des femmes. Il y a deux citations de Simone de Beauvoir, en fait, hein. La première, c'est « On ne naît pas femme, on le devient ». Parce que c'est vrai que malheureusement, cette inégalité entre les hommes et les femmes, elle n'est pas naturelle, elle est construite culturellement. Tout à Je pense fait. que c'est important qu'on garde ça en tête. Et la deuxième, c'est une citation que j'ai citée dans un post LinkedIn il y a quelques jours, parce qu'elle me résonne beaucoup en ce moment, moi qui suis justement en train de lancer cette nouvelle entreprise. C'est « Je veux vivre la grande aventure d'être soi ». Et voilà, et on parlait de se connaître soi-même, Tout à fait. on est exactement là, à ce point-là. Ah ben parfait. Très bien. Si vous étiez un homme, une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors, j'ai assez peu de modèles politiques. J'ai énormément d'admiration évidemment pour Simone Veil Veil. et tout ce qu'elle a fait pour nous les femmes. J'admire voilà, son courage, son leadership, sa ténacité. Le plus grand compliment qu'on m'ait fait dans toute ma vie, hein, c'est le jour où quelqu'un m'a dit « Toi, t'es vraiment une Simone Veil ». Voilà, pour moi, c'était voilà, Ah oui, juste, en effet. c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire, même si je ne lui arrive pas du tout à la cheville. Mais voilà, en tout cas, cette capacité qu'elle a eue avec la vie, le chemin de vie incroyable et à la fois terrifiant qu'elle a pu avoir à toujours se battre jusqu'au bout et s'engager pour les autres. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Par donner la parole aux femmes, libérer la parole, les actes des femmes dans le monde entier, je pense qu'on s'en porterait beaucoup mieux. C'est vrai. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Alors, ce serait bien d'être une abeille parce qu'il paraît que c'est l'animal le plus important, le plus utile au monde. Voilà, l'être vivant le plus utile au monde. Et puis sinon, peut-être un chien, parce que j'adore les chiens, et simplement parce qu'ils savent donner un amour inconditionnel, sans rien attendre. Et ça, c'est assez beau. Oui, tout à fait. Si vous étiez une ville, Alors, ce serait une petite ville, Cabourg, parce que c'est mon lieu de ressourcement préféré. Et c'est vrai qu'on l'appelle parfois la ville du temps retrouvé, hein, en hommage à Proust, qui aimait bien aller y écrire. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aller à Cabourg, écrire, travailler, et puis retrouver un peu de temps. pour vous. Oui, pour moi, oui. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Frédéric Gess », qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je lui dirais simplement sois toi-même, hein. Les autres sont déjà prises, hein. Je ne sais pas de qui est cette phrase, mais voilà, sois toi-même. Prends le temps justement de te connaître pour savoir ce que tu as envie d'être. Et pas que de faire dans la vie, mais surtout ce que tu as envie d'être. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? J'étais un peu égocentrique et arrogante, hein. J'ai apporté deux choses à moi. J'ai apporté une photo. En fait, c'est une photo de mes enfants. Bon, ils ont grandi depuis, hein. Et une photo d'un de mes livres. Parce que je pense qu'en fait, je me suis dit que ça représentait mon pouvoir, en tout cas, et au féminin, parce que je pense que les femmes, on est des passeuses. Je peux voir. On est des...
On donne la vie. Oui, pas trop, ils vont pas être ravis de se voir. On donne la vie, on transmet. Et quand j'écris, quand j'écris ces guides professionnels, c'est toujours des guides collectifs en fait. C'est-à-dire que je vais chercher 30, 40 contributeurs, je rencontre des dirigeants absolument incroyables qui viennent nourrir, et en fait j'en fais quelque chose de collectif. Et je me dis que c'est quand même une force peut-être qu'on a les femmes, comme on est dans cette transmission, dans ce passage de relais aussi avec nos enfants, on a peut-être, je dis bien peut-être, les hommes aussi peuvent l'avoir, mais en tout cas on a certainement cette capacité à réunir, à rassembler le collectif. Tout à fait. Voilà, et je trouve que le pouvoir et la féminité, voilà, cette notion de collectif et de collaboratif. Et de transmission, je trouvais ça, je trouvais ça parlant. Très bien. Alors, nous arrivons presque à la fin déjà de notre entrevue. C'est passé extrêmement vite. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à notre discussion. Plaisir partagé. Alors, Frédérique Gess, vous êtes une femme de pouvoir. Même si vous pensez que vous êtes une femme de lien, mais quand même, moi, je pense que vous êtes une vraie femme de pouvoir. Alors, pour conclure cette entrevue, est-ce que vous pouvez me dire en un mot ou en une phrase, quel est votre super pouvoir? Alors, j'en ai plusieurs. Alors, quels sont vos super pouvoirs? Alors, très rapidement, et c'est ce que je me disais tout à l'heure, je pense que le premier super pouvoir, en tout cas que j'ai développé ces dernières années et que j'ai essayé vraiment de porter, c'est ce pouvoir d'agir et de mettre en mouvement autour de moi pour porter des causes plus grandes que moi. Ça a été, depuis des années, je porte cet accompagnement des dirigeants, des entrepreneurs pour faire grandir l'entreprise, le développement économique, la création d'emplois. Ça a été avec Axel Kahn à la Ligue contre le cancer, de lutter contre le cancer et d'accompagner les personnes malades. Aujourd'hui, c'est dans cette transformation du monde du travail que j'essaye d'accompagner. Donc c'est vraiment ça, ce pouvoir de l'action. Ce pouvoir aussi, je vous disais tout à l'heure, de partir et de savoir bouger, pour être à ma juste place, voilà, le pouvoir de se dire je veux être à ma juste place et je fais ce qu'il faut pour y être. Et puis j'ajouterais peut-être quand même la résilience, parce que c'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, depuis 2 ans, j'ai connu des choses très dures à titre personnel. Et je me dis que la résilience, cette capacité finalement à continuer, à y retourner, à retrouver en fait l'énergie, ça c'est un vrai pouvoir aussi, parce que ça permet justement d'aller porter des nouvelles causes. C'est comme ça que Senior for Good, comme que vous citiez tout à l'heure, est né. Ça permet d'aller à nouveau s'engager et d'emmener les autres avec soi pour essayer à sa toute petite place d'apporter son petit galet, sa petite contribution pour changer le monde. Merci beaucoup Frédérique Gess. Alors moi je retiens la résilience comme super pouvoir. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci Carole. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et bien évidemment LinkedIn, mais aussi en allant sur notre chaîne YouTube Femmes et Pouvoir et sur notre site internet femmespouvoir.tv. N'hésitez pas à partager, à tweeter, à liker, à facebooker, bref, lâchez-vous, faites comme nous et soutenez-nous. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.